Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Libre Antenne. Alors ça y est, le bronzage commence déjà à s'estomper. On ne voit presque plus cette trace de montre qui faisait pourtant votre fierté il y a quelques jours. Oui, c'est comme ça, il a bien fallu rentrer et retrouver tout ce que l'on avait laissé. Et justement, je sais pas si ça vous fait ça parfois, l'impression que chaque année, c'est la même chose. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes quoi ? Eh bien les mêmes rôles. Et si cette fois on faisait différemment, ça vous dit ? Et si on saisissait cette magnifique opportunité qu'est celle de la rentrée, non pas pour prendre de bonnes résolutions et les piétiner allègrement quelques semaines plus tard, mais plutôt pour lister les rôles que l'on a joués depuis janvier. Ça peut être le fils parfait, la bonne copine, l'artiste, la mère débordée, le célibataire endurci, le collègue qui se récupère le sale boulot, le justicier de la famille. Faire une petite liste de tous ces rôles que vous avez joués, positifs ou négatifs, dans la famille, au travail, à la maison, et de tous ceux aussi que vous aimeriez jouer. On est à mi-parcours, ou presque, de cette année, et il est peut-être temps de vous demander, en votre âme et conscience, quel rôle vous êtes prêt à remettre en jeu. Alors je m'explique. Peut-être qu'en janvier, vous vous êtes dit, cette année, en 2017, je serai gérant, amoureux, sportif et organisé. Et peut-être que quelques mois plus tard, vous êtes devenu un adepte du jogging, mais peut-être que vous n'avez pas encore rencontré l'âme sœur ou frère, c'est selon. Alors à vous de voir, qu'est-ce que vous remettez en jeu pour cette année ? Est-ce manger sainement ? Est-ce lire davantage ? Est-ce développer vos talents artistiques ? Est-ce que vous vous dites, cette année, je serai une amie fidèle en donnant la priorité à vos relations amicales ? Et vous, que serez-vous cette année ? Créatif ? Musicien ? Engagé ? Autonome ? Cuisinier ? Et si plutôt que de déprimer, on accueillait cette nouvelle année avec une hola des mains, avec l'impatience d'un enfant de 2 ans devant un épisode de Tchoupi, en mesurant la belle page blanche qu'elle nous invite à écrire. Alors appelez-nous ce soir au 39 21 pour préparer tous ces nouveaux rôles que vous vous apprêtez à jouer et pour lesquels, je vous le souhaite, vous vous verrez sûrement décerner un Oscar. Ce soir, nos costumiers sont Amandine et Corentin et ils vous attendent en coulisses au standard de la Libre Antenne. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel via le site europe1.fr en vous rendant à la page de l'émission. Enfin, nous attendons vos SMS, vos listes de rôles à jouer pour cette rentrée, mais aussi vos conseils, votre soutien et vos bonnes idées. Vous pouvez envoyer vos messages au 7 39 21 en commençant vos SMS par le mot nuit. Ce soir, c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission d'une main de maître. La Libre Antenne, c'est parti jusqu'à 1h. Vos problèmes nous intéressent, mais vos solutions encore plus. Europe 1. Anne Cazobon. Europe 1. Anne Cazobon. Et déjà, vos messages arrivent au 7 39 21, vos SMS que vous avez commencé par le mot nuit pour nous donner la liste des rôles que vous vous apprêtez à jouer pour cette deuxième partie de l'année. Il y a Sergio qui nous souhaite une belle émission à tous et qui dit « Le nouveau rôle que je vais jouer dans 1 mois, c'est celui de grand-père pour la première fois. Quel bonheur !» Bon, c'est tout ce que l'on vous souhaite, Sergio. Et on va tout de suite démarrer cette Libre Antenne en accueillant Samia. Bonsoir, Samia. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ce soir, Samia ? Ça va, merci. Et vous allez bien? Moi, ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir? Eh bien, ce soir, je vais vous bien vous raconter l'histoire de ma petite sœur qui est âgée de 29 ans avec son petit copain. Oui. Vous appelez pour votre sœur, donc? Oui, voilà, c'est ça. On vous écoute, Samia. Oui, bon, alors, ma sœur, elle est âgée de 29 ans, elle est sortie avec son copain quand elle était à la fac, elle avait, je pense, en 20 ans. Voilà, elle me dit, j'avais 20 ans. Mm-hmm. Et bien sûr, lui, il est plus âgé qu'elle. Et là, on va dire, ça fait presque 8 ans qu'ils sont ensemble, mais ça ne marche pas du tout. Du tout. Ça ne marche pas. Oui. Et parce que lui, il n'arrête pas de l'insulter.
Il lui dit des mots vraiment, vraiment, vraiment graves. Il n'arrête pas de lui dire, toi, t'es une garce, tu n'es pas une femme bien, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et depuis très, 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 très longtemps, moi et mes copines, on n'arrête pas de lui dire, ne sois pas avec lui, il faut le quitter, il est en train de jouer avec toi, il t'aime pas, ceci, cela, mais elle nous dit non, non, je le connais très bien, il m'aime, il est fidèle, il est ça, il est ça, il est ça, il m'aime, on va se marier, on va ceci, on va cela. Et c'est vrai qu'il n'arrête pas de lui dire, voilà, je t'aime, on va se marier, après il se bagarre avec elle tout le temps, hein. Il appelle tous les jours pendant 24 heures. Il appelle normal, il est bien avec elle. Après, d'un seul coup, hop, il devient une autre personne. Mhm. Ils habitent ensemble? Voilà. Ils se sont installés ensemble? Non, ils ne sont pas ensemble et on peut dire qu'on est voisins. On n'habite pas loin. Voilà. Pas loin. C'est juste à côté. Voilà, pas loin. On est presque juste à côté, on est des voisins. Et votre sœur, elle dit oui à tout cela? Elle accepte? Oui, à chaque fois, n'arrête pas de lui dire c'est bon, c'est fini. Alors là, moi, je lui dis tout le temps, c'est un refrain, on dirait le refrain d'une chanson, elle n'arrête pas de lui dire c'est fini entre nous, ça y est, je te connais pas, ça y est, aujourd'hui, c'est fini, je vais plus te rappeler, je vais changer mon nom, tout ça. Et après, salut, ça va, tu vas bien, tu me manques. Oh là là, c'est vraiment. Voilà. Et alors vous nous appelez pour elle parce que cela vous inquiète? Bien sûr. À quel titre cela vous inquiète? Je ne sais pas, parce que là, elle a changé. Avant, elle était dynamique, souriante et tout, mais là, elle commence à devenir antipathique. Elle n'arrête pas de me dire que je suis fatiguée, j'ai le moral à plat. Voilà. Et vous la voyez à l'extérieur retourner dans les bras de cet homme? Voilà. Et tout le temps, elle me dit, je suis malade, je me sens pas bien, je suis malade. Et est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez qu'elle souffre, elle est souffrante? Oui, sûrement. Mais elle souffre du mal d'amour, en fait, de l'amour malheureux. Voilà, j'allais vous dire ça. Oui. C'est son cœur qui ne va pas bien au sens romantique. Voilà. Elle n'est pas épanouie dans sa relation. Voilà. Mm-hmm. Ça fait 8 ans, c'est long, 8 ans. Oui, j'allais vous dire ça fait 8 ans, oui. Mais tant qu'elle dit oui à cela, tant qu'elle accepte de poursuivre cette relation-là, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour elle, ni ce que nous pouvons faire pour elle. Elle est têtue, hein. On a pas mal parlé avec elle. Moi, mes copines, à chaque fois, elle laisse tomber, ne sois pas avec lui, il t'aime pas, il est chiant, il est ceci, il est cela. Mais elle nous dit non, il a un bon cœur, il a un bon fond, il est gentil, juste comme ça. Quand il s'énerve, il me dit que c'est ces choses-là. Mm-hmm. Est-ce qu'ils se sont rencontrés très jeunes, 20 ans, et aujourd'hui elle en a 29. Aujourd'hui elle est tout à fait en âge de savoir ce qui est juste et bon pour elle. J'entends qu'ils parlent, qu'ils évoquent mariage, union. Bon. Et vous savez, lui il a 40 ans. Mm-hmm. Et lui il a 40 ans, oui. Oui, et lui il a des envies de se marier ou Non, du tout. À chaque fois, il lui dit, j'avais l'intention de vous épouser, mais là, après, j'ai changé d'avis parce que t'es pas bien, toi. Et pourtant, elle fait rien, hein. Elle fait vraiment rien, elle est vraiment gentille. Oui, il change d'avis et puis de toute façon, il se refréquente à nouveau. Voilà, c'est ça. Donc, personne ne prend de décision, en fait. Ça peut durer très longtemps, hein. Ouais. Pour votre sœur comme pour lui. Mm. Alors, il y a un SMS qui vient d'arriver de Marie qui dit cette jeune femme est suffisamment grande et cultivée pour prendre sa décision. Sa grande sœur n'a pas à s'en mêler. Moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est vous que nous avons au téléphone ce soir, c'est pourquoi vous nous appelez. En quoi cela vous dérange, cette relation-là, à laquelle finalement votre sœur dit oui? Ils sont pas installés, ils sont pas mariés, ils n'ont pas acheté d'appartement. Bon, c'est quelque chose pour lequel elle a signé de manière tacite et officieuse, hein, il y a quelques années, et qu'elle remet en jeu. Vous voyez, je parlais en début d'émission là de ces rôles que l'on rejoue. Est-ce qu'elle a envie de remettre sur la table ce rôle de malheureuse en amour, on va dire, dans une relation? Oh oui. Tant qu'elle dit oui en son âme et conscience avec toute sa responsabilité, bon,
c'est un peu délicat. Et puis vous avez un rôle particulier, une place particulière surtout vis-à-vis d'elle et peut-être lui, puisque vous connaissez peut-être sa famille, vous le connaissez s'il n'habite pas très loin. Vous êtes la sœur. Oui, je le connaissais, je l'aime pas. Voilà. Je l'aime pas. Voilà, parce qu'il m'énerve. Mhm. Parce que je l'aime pas parce que tout simplement parce que j'aime pas quand il insulte, voilà. Mais ça c'est évident, bien sûr. Voilà. Mhm. Parce qu'il insulte comme ça pour un rien. Vous avez Pour un assisté rien, à des scènes comme ça où elle se faisait insulter par lui? Non, jamais, juste, non, juste parce que je vous ai dit, il appelle souvent 24 heures sur 24, donc il n'arrête pas de m'insulter. D'ailleurs là, ça fait 3 ans, on va dire, ça fait presque 3 ans que mon père est décédé, et ben il a appelé, il a insulté en plein enterrement. Oui, alors bon, là je pense qu'on est très loin quand même du respect, des valeurs, de l'autre, du partenaire juste et bon pour soi, qui peut être présent, soutenant à un moment aussi difficile que l'enterrement de son propre père, vous voyez? Ouais. Ce serait bien que votre sœur un jour appelle la libre antenne, ou en tout cas, ou peut-être aille voir un thérapeute pour comprendre qu'est-ce qui l'a fait revenir en permanence vers cet homme-là. Voilà, je me pose toujours cette question, mais pourquoi lui? Il y en a beaucoup quand même, hein. Il n'y a pas que lui en Algérie, hein. Mhm. Parce que vous êtes en Algérie? Ben, oui. Oui, vous nous appelez d'Algérie. Et voilà, je suis une Algérienne, j'habite sur Alger, oui. Oui. Ouais. Mhm. Et puis même mon frère lui a dit, je me demande, mon frère aussi, quand par hasard, il n'aime pas. Oui, personne n'accueille vraiment à bras grands ouverts cet homme-là. Ça, voilà. Il n'y a qu'elle, je ne sais pas pourquoi. Point d'interrogation. Et vous, pourquoi est-ce que c'est vous qui nous appelez ce soir? Moi, ce qui m'intéresse, c'est, j'ai envie de dire, votre sœur, c'est sa vie, mais qu'est-ce qui vous pousse? Vous êtes marié, vous avez rencontré quelqu'un? Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette relation qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas épanouissante, pour que vous preniez votre téléphone et que vous nous appeliez ce soir? Parce qu'elle est juste à côté de moi, elle écoute, voilà, c'est ça. Ah Comme oui. ça, il faut que c'est tout le monde. Je pense que normalement, c'est le monde entier. Il faut que tu lui dises, voilà, je n'ai pas sur le bon chemin, tu as tort. Alors on va lancer un appel aux auditeurs de la libre antenne. Oui. Puisque visiblement votre sœur a besoin d'entendre des avis, oui, c'est ça, normalement. des avis de cette histoire-là. Voilà. Même ma tante, elle lui a parlé, elle lui a dit non, il n'est pas bien. À chaque fois, elle n'arrête pas de me dire oui, c'est vrai, vous avez raison, ça y est, c'est bon. Et après, hop. Voilà. Il y a Janine qui vient de nous envoyer un SMS qui dit « Elle est sous l'emprise de cet homme, c'est à elle de réagir ». Mais vous voyez, pour l'instant, c'est vous qui faites le pas pour elle et un peu le porte-voix. Elle ne veut pas réagir. C'est ça le problème, qu'elle ne veut pas le faire. Ah ben, si elle veut pas, on peut pas... C'est difficile pour vous de l'aider. Ça veut dire que, voilà, à 29 ans, on est adulte et mature pour reprendre sa décision. Qui est peut-être celle d'attendre. Quand on est têtu, voilà. Après, ce qui est intéressant, si elle nous entend, ce qui est intéressant pour elle, c'est peut-être de se poser la question de savoir ce qu'elle veut dans sa vie. Si elle prévoit, elle espère peut-être un jour se marier et qu'elle entend que cet homme finalement ne veut plus de mariage. C'est reposer à plat quelles sont ses aspirations dans la vie. J'imagine peut-être se marier, fonder une famille. Visiblement, cet homme-là n'a pas l'air prêt du tout pour cela. Il a 40 ans déjà. Et il traîne, il laisse traîner tout cela. Est-ce que vraiment il est investi dans ce projet-là? Et aujourd'hui, à l'âge qu'elle et lui ont, les choses pourraient aller un peu plus vite. Vous voyez, 29 ans et 40 ans, s'ils se sont bien trouvés, si c'est elle, si c'est lui, et si c'est ensemble qu'ils veulent faire leur vie, comme on dit, je pense que on peut passer à la vitesse supérieure, vous voyez? Poser des actes d'engagement. Elle n'arrête pas de me dire des fois, peut-être, qui sait, peut-être on se mariera un jour. Je lui dis, ma chérie, tu peux rêver, hein. Elle me dit, non, on ne sait jamais, le bon Dieu est grand. Je lui dis, on sait tous qu'il est grand, mais bon. Oui, alors à force d'attendre, on peut attendre très longtemps aussi. Ah oui. Que l'autre change plutôt que de se changer soi-même. Qu'il change. Et puis c'est repousser sur l'autre la responsabilité.
si lui dit non au mariage, ou en tout cas pose des insultes comme cela, reprendre la distance, et que c'est en permanence le chaud et le froid, elle a le choix, elle aussi, de dire oui ou non à cela, et de se respecter. Elle nous entend ? Oui, justement, elle m'a dit vous lui dites qu'il n'est pas respectueux. Oui, qu'il n'est pas respectueux, bien sûr. Une insulte, ça n'est pas respectueux. Oui, qu'il n'est pas respectueux, c'est bien ça. Sûr. Ouais. Et je pense que, et également juste l'anecdote que vous avez évoquée sur ce coup de fil plein d'insultes au moment de l'enterrement de votre père. Je pense que là, on est quand même très très loin du compagnon de vie juste et bon pour elle. Si le partenaire n'est pas présent dans des moments aussi difficiles que la maladie, la perte d'un proche, je pense que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on teste la solidité d'un amour, qu'on teste la présence de l'autre, le soutien, cette épaule. Justement, on n'arrête pas d'évoquer ça à chaque fois. Lui dit, tu te rappelles le jour de l'enterrement de mon père, tu n'arrêtais pas de m'insulter alors qu'il fallait que tu sois avec moi, j'étais faible, j'étais triste, j'étais en deuil. Il lui dit non parce que tu m'as énervé. En plein enterrement, il lui dit tu m'as énervé. Avec ses copains. Oui. Alors... Voilà, il arrête. Oui, elle vous dit parce que c'est vrai, lui, je sais pas, je vais pas dire qu'il est jaloux, mais beaucoup plus qu'il est malade mental. À chaque fois, il lui dit, tu étais en attente, tu parlais avec un mec, tu parlais avec un autre homme, sur Facebook, tu parlais avec qui, tu as que des hommes, que dans la liste d'amis, je sais pas. Comme ça, il lui trouve toujours un prétexte pour se bagarrer avec elle. Oui, mais regardez Samia comme il est ambigu et ambivalent. C'est-à-dire que s'il ne voulait plus avoir cette peur de que votre sœur discute sur Facebook ou je sais pas quoi avec un homme, à lui aussi de prendre le pas vers l'engagement. De dire, voilà, c'est toi la femme de ma vie, c'est avec toi que je veux construire ma vie, marions-nous, et voilà. Et vous voyez à quel point c'est complètement ambivalent. Il y a Janine qui dit, le respect avant tout, elle mérite mieux. Il y a Kali qui dit, il faut qu'elle fasse un travail sur elle pour arriver à se faire respecter, vraiment. Voilà. Tu entends ? Voilà, elle me dit oui. Après, ce qui est intéressant, Samia, c'est le rôle que vous jouez là-dedans. Vous voyez, regardez comment vous êtes l'interprète au milieu, ou presque, en tout cas le porte-parole. Vous êtes le lien, en fait, entre la voix de ce que l'on entend à l'extérieur, enfin voilà, les auditeurs, les messages qu'ils vont envoyer, la voix de la libre antenne ici à Europe 1, et puis votre sœur qui a peut-être un peu de mal à entendre de très près, en mettant le combiné sur son oreille et en nous appelant. Tout cela. Donc pour l'instant, vous êtes un peu au milieu de cette décision pour elle. C'est que pour l'instant, elle ne veut pas prendre une décision finale. Non, peut-être pas finale. À chaque fois, elle me dit, ça y est, c'est fini, cette fois-ci, c'est bon. Je prends la bonne décision, je vais arrêter avec lui. Après, une fois qu'il appelle, salut mon chéri, ça va, tu vas bien, tu me manques, Mémie, je sais pas quoi. Voilà. Oui, ça, les allers-retours, ils peuvent durer une éternité. Ouais. Et il ne veut pas te lâcher. Elle vous dit que lui ne veut pas la lâcher. Ouais. Elle me dit qu'il ne veut pas me lâcher. Il y a Véro qui vient d'envoyer un message qui dit « Cet homme n'est pas aimant, il n'est pas bienveillant, fuyez-le ». Voilà. C'est pour cela que vous avez appelé Samia, et puis votre sœur, j'imagine aussi, pour entendre ces messages-là. Pour entendre cela de l'extérieur. Vous imaginez, ma sœur, elle est licenciée en droit. À cause de lui, on peut dire qu'elle est une femme au foyer. Il lui a dit, il ne faut pas que tu travailles, je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes à la maison. À cause de lui, qu'elle est restée à la maison. Alors que pour l'instant, ils ne sont ni mariés, ni engagés l'un envers l'autre. Voilà. Regardez à quel point cette emprise est déjà forte. Voilà, ils sortent juste ensemble, c'est tout. Après, c'est à elle de savoir ce qu'elle veut pour sa vie. Est-ce qu'elle veut travailler ? Est-ce qu'elle veut se marier avec cet homme-là ? Est-ce qu'elle l'envisage comme le père de ses enfants ? Normalement, on ne doit pas faire nos études pour rester à la maison. C'est ça, faire des études, c'est pour travailler, pour avoir de l'avenir, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait comme étude, votre sœur ? C'est une licenciée en droit.
En droit en plus, oui. Oui, en droit en plus, oui. Et elle aimerait travailler ? Et bien sûr, et maintenant elle regrette. Hein. Maintenant, elle regrette vraiment. Elle m'a dit à cause de lui, j'ai abandonné C'est jamais trop tard. mes études. Voilà, je lui dis la même chose, oui. Jamais. Ouais. Alors il y a Natacha qui dit « Je pense que cet homme a peur d'épouser les deux sœurs en fait. » Ben oui, il y a peut-être un prix de groupe un peu. Ben oui, c'est-à-dire que si on a une qui est un peu soumise, hein, je vais prendre ce terme-là, parce qu'en tout cas sous l'emprise de cet homme-là, à revenir en permanence, à le laisser revenir malgré ses frasques, ses insultes et cette forme de maltraitance amoureuse. Et de l'autre côté, ben vous érigez en bodyguard, là, en garde du corps. Donc forcément, oui. Il se dit oh là là, c'est déjà bien compliqué. Mais j'ai envie de dire, même éloignons cet homme. Ça appartient vraiment à votre sœur. Il y a un autre message qui arrive qui dit il n'y a pas d'amour dans ce couple. Fuyez vite. Oui. Samia. Oui, allô. Oui. Mais vous voyez, regardez, si votre sœur nous entend, regardez à quel point son envie d'appeler, son envie d'avancer est ambivalente à elle aussi. Elle appelle, elle se cache un peu derrière vous, elle doit y trouver une forme de sécurité aussi. Je suis malade. Elle me dit non, je ne me cache pas, je suis juste malade, c'est pour cela que je ne peux pas lui parler. Oui, mais regardez comme cette situation vous rend malade aussi. Ouais. Non, c'est que moi, je réponds juste à l'auditeur ou l'auditrice, je sais pas. Je me mêle pas, moi, justement, je lui parle jamais. Moi, je lui donne juste à elle des conseils. Sinon, à lui, je lui adresse jamais la parole. Jamais, plus jamais. Oui, vous voyez seulement votre sœur aller de plus en plus mal à la maison. Oui. Et se refermer sur elle-même. Ouais. Ce qui est curieux, c'est que je m'adresse à votre sœur. Vous l'avez rencontrée à la fac, donc vous faisiez vos études ensemble. Voilà, faire des études, c'est potentiellement pour derrière les exploiter ce savoir, le transmettre, travailler. Non, il travaille juste à côté. Moi, j'étais à la fac. Et lui, il travaille à côté. Bon, mais. Oui. Vous avez 29 ans aujourd'hui, vous êtes encore très jeune. Ce serait intéressant pour vous de vous poser toutes ces questions de projet de vie. Quel est votre projet de vie ? Et est-ce qu'aujourd'hui, déjà sans même être marié ou engagé avec cet homme-là, vous avez l'impression d'être épanoui, d'être en lien avec lui, qu'il y a vraiment de l'amour entre vous, du respect ? Voilà, c'est vraiment. Je ne sais pas ce que je veux. Il y a beaucoup de messages qui arrivent pour vous, écoutez-les. Il y a ma sœur a été malheureuse pendant 20 ans avec un homme qui ne la respectait pas. 20 ans de perdu, c'est énorme. N'attendez pas. Les auditeurs il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens. Il y a Marie qui dit, cet homme est très macho. Se complaît-elle dans le malheur ? Une thérapie serait urgente. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, du coup, chez vous, sœur de Samia, je ne sais pas quel est votre prénom, vraiment qui dit oui à tout cela, et c'est grave. Oui, c'est vrai. Il y a Vous savez, je suis vraiment malade. Je vous assure, je suis malade. Je suis déçue. Et vous sentez que c'est cette situation qui vous a diminué physiquement, qui vous a rendu malade ? Oui, vraiment malade. Je suis déçue, je suis foutue. Ce serait intéressant pour vous. Quel est votre prénom ? Nassima. Oui. Nassima, est-ce que pour vous, ce serait envisageable d'aller voir un psychologue, une thérapeute, d'aller parler ? À chaque fois, je vous assure que je pense à chaque fois à ça. Je veux voir un psychologue. Oui. Je veux parler avec quelqu'un. Je veux qu'il m'écoute. Je ne sais pas. Et qu'est-ce qui vous freine, puisque vous avez une envie d'aller, de trouver cet espace de parole auprès de quelqu'un dont c'est le métier, d'écouter les gens et de les accompagner ? Je ne sais pas.
Est-ce que, j'imagine que là où vous vous trouvez, ça doit se trouver, un psychologue, un thérapeute dans votre entourage? Oui. Oui. Ce serait vraiment bien, Nassima, pour vous, parce que là, vous voyez, il y a une part de vous qui dit oui à la maltraitance, qui dit oui aux insultes, qui dit oui à la distance, qui dit oui à la froideur, qui dit oui aux mensonges. Vous voyez ? Et de toute façon, ça va rendre compliqué beaucoup de choses par la suite, avec cet homme-là ou avec un autre. Vous savez, je veux le quitter, mais j'ai peur d'être seule. Vous avez peur d'être seule. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mm. Oui, j'ai peur d'être seule. Il me dit à chaque fois que je suis moche, alors que d'autres gens voient le contraire. C'est tout le monde qui me voit belle, alors que lui il me dit t'es moche, il me traite d'une pute. Il me dit t'es une pute. C'est tout le monde qui te connaît. Alors ça parle aussi de lui. Ça parle aussi du regard qu'il porte sur lui et qu'il projette sur vous. Et vous voyez bien à quel point ça n'est pas du tout la réalité, puisque tout le monde autour de vous vous dit à quel point vous êtes belle. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une petite part de vous qui n'y croit pas, elle va laisser la porte ouverte à ce jugement-là de cet homme. Oui. Il ne veut pas me lâcher, tu sais. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui envoie un message qui dit: vous avez une sœur formidable, vous trouverez le bonheur, n'ayez pas peur. Il y a Sergio qui dit: pour s'épanouir, Nassima doit se libérer des chaînes de ce sale type. Vivez pour vous, vous méritez mieux. Oui, c'est un seul. Maintenant, je le déteste. Mais je n'arrive pas à le quitter. Je ne sais pas pourquoi. Et vous n'êtes pas seule, Nassima, autour de vous habitez dans la maison familiale, il y a votre sœur avec vous, vous êtes entourée, vous avez des amis. Ce sentiment de solitude, il est au mauvais endroit. Vous voyez à quel point vous êtes entourée. Regardez, votre sœur appelle pour vous. Et vous envisagez d'aller voir un thérapeute. Vous êtes une jeune femme de 29 ans, très entourée. Tu sais, il y a quelqu'un qui veut être avec moi. Mais j'hésite. Vous voulez dire un autre homme qui viendrait vous courtiser? Oui. Mm-hmm. Oui, il habite en France. Il est trop sympathique. Oui, il est sympathique, respectueux. Oui, exactement. Oui. Vous voyez, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est ce que la vie vous envoie comme situation. Puisqu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout ni réglé, ni engagé d'un côté avec cet homme-là. La vie vient vous présenter, en tout cas, un autre homme. Alors après, je ne m'engage pas du tout sur cet homme-là, mais c'est intéressant pour vous de voir ce que d'autres hommes peuvent avoir à offrir, à partager. Parce que ça fait longtemps que vous n'avez dans le viseur, si j'ose dire, que cet homme-là, ces insultes qui vous dégradent, qui vous abîment par ses paroles blessantes. Nassima, il y a Fabienne qui vient d'envoyer un message et qui vous demande si vous avez peur physiquement de cet homme. Un peu, oui. Mmh. Est-ce qu'il a déjà été violent avec vous, physiquement? Oui, une fois, je me rappelle. Mm. Oui. Pas une fois, plusieurs fois même. Je crois qu'il est malade, il n'est pas normal. Oui, alors est-ce que vous avez envie de cela? Si je te trouve avec quelqu'un d'autre, je vais te tuer. Je vous assure. Hein. C'est pour ça que vous avez peur d'éventuellement laisser la porte ouverte à une autre rencontre? Oui, en plus, je ne sais pas, j'ai peur de plein de choses. Oui, il y a beaucoup de peur chez vous, Nassima. Et beaucoup de peur qui, du coup, vous paralyse et qui vous oblige à rester face à cet homme qui a visiblement beaucoup d'emprise sur vous, puisque vous êtes tétanisé par la peur face à lui. Et que vous le laissez faire et dire beaucoup de choses qui vous tirent vers le bas. Nassima, ce serait vraiment important pour vous. Il y a beaucoup de messages qui arrivent, qui disent réveillez-vous, il n'a aucun droit sur vous, faites votre vie, vous êtes en train de perdre un beau morceau de vie, n'avez-vous pas pensé qu'il fera peut-être sa vie avec une autre quand vous le lasserez bientôt?
voyez, il y a vraiment beaucoup de messages qui arrivent pour vous, Nassima et Samia. Et vraiment, ce serait important pour vous libérer de vos peurs et pour pouvoir faire le pas d'après, d'aller voir un thérapeute, Nassima. J'aimerais bien. Oui, mais alors là, dans le j'aimerais bien, on est dans l'espérance, dans l'espoir. Ce qui serait bien, c'est que vous nous disiez ce soir, j'appelle demain. Oui. Moi, voyez je prendrai un rendez-vous pour toi. Oui. Peut-être qu'en effet, Samia peut prendre ce premier rendez-vous, mais ensuite, c'est à vous, Nassima. Il va falloir vraiment vous prendre en charge, toute seule, pour éviter de vous faire malmener par la vie et par les hommes. Oui. Pour moi, les hommes sont tous pareils. Ils se ressemblent. Et vous voyez comme du coup, vous les mettez tous dans le même sac. Ce sera difficile Oui. du coup de rencontrer un homme juste et bon pour vous si vous les mettez tous dans ce panier-là. Bien sûr qu'il y a des hommes bons, justes, aimants, de bons maris, de bons pères, évidemment. C'est la grande majorité d'entre eux d'ailleurs. Mais là, comme votre vision est complètement obstruée par beaucoup de peurs, beaucoup de choses, j'imagine peut-être la perte de votre père aussi, ce serait bien d'aller en tout cas déposer cela. À 29 ans, vous voyez, ce soir j'entends, parce que c'est une émission de radio, c'est votre sœur qui appelle pour vous, j'entends l'appréhension que vous pouvez avoir. Ok, demain elle va prendre un rendez-vous pour vous chez le thérapeute, ensuite il va falloir retrousser les manches, Nassima, pour vous en sortir, parce que c'est votre vie, et vous êtes l'actrice principale de votre vie. Oui, vous savez, je suis tout le temps endormie, tout le temps oubliée, je vous assure, hein. J'ai pas d'amis. Parlez bien dans le téléphone, Nassima. On vous entend pas très bien. Oui, je vous ai dit que je suis tout le temps endormie, tout le temps oubliée. De plus, je n'ai vous pas dormez d'amis, beaucoup pour oublier. Vous dormez très longtemps. Oui, ça c'est pas très bon signe, Nassima. Je me suis éloignée de mes amis. J'ai pas de copine, hein. C'est bon. Et je suis toujours seule à la maison. Vraiment, ce serait important d'entamer une thérapie soutenue avec des rendez-vous réguliers. Voilà, rapidement, Nassima. Vous voyez comme votre corps du coup vous lâche et comme vous plongez dans le sommeil pour voilà, pas voir ce qui se passe. Je me sens une vieille. Alors que vous avez 29 ans. Une vieille dans un corps d'une jeune fille. Oui. Oui, exactement. Mais vous êtes sur le bon chemin, puisque déjà vous disiez que vous aviez réfléchi à aller voir un thérapeute. Donc vous avez envie de vous en sortir. Il y a une part de vous qui a envie de sortir de cela. Il y a une part de vous qui a laissé votre sœur appeler et vous êtes à côté de votre sœur quand elle appelle. Vous voyez, c'est pas votre sœur qui appelle en cachette parce que vraiment elle vous sent pas bien. Vous reconnaissez que tout ce qui se passe avec cet homme, ça n'est pas correct, ça n'est pas juste. Oui, je regrette d'avoir été avec lui pendant toutes ces années. Et pourtant, il m'a trahi plusieurs fois. Et je l'ai pardonné. Pourquoi, je ne sais pas. Et c'est peut-être ça qui sera intéressant d'aller regarder en thérapie. Pourquoi vous dites oui à tout cela ? Oui. Il y a beaucoup de gens qui envoient des messages pour vous, Nassima, qui disent extirpez-vous des griffes de cet homme. Voilà, s'il vous fait peur, vous pouvez aller voir la police. Franchement, s'il devient menaçant, osez appeler au secours, osez appeler à l'aide auprès de personnes compétentes. C'est un malade, c'est un fou. Mais c'est en tout cas un grand nuisible, comme nous dit Véro. Alors que la vie peut être si belle, vous avez 29 ans, vous êtes diplômée en droit, voilà, la vie est devant vous. Eh bien, la meilleure, il me dit, tu te prends pour qui, toi, t'es nul. Toi, il est 0, c'est la même chose. Il me dit ça à chaque fois, parce que lui, il n'est pas licencié. Alors c'est ça qu'il va falloir aller travailler en thérapie, Nassima, et
Je remercie Samia qui a pris le téléphone et regardez, au début c'est Samia qui nous a parlé. Vous donniez quelques éléments de votre histoire derrière et puis finalement c'est à vous que l'on parle ce soir. Donc déjà, regardez à quel point vous reconnaissez ce soir tout ce qui se passe pour vous en ce moment et je vous souhaite vraiment le meilleur et un beau chemin en thérapie parce que je crois que c'est urgent pour vous. Vraiment très important, Nassima, de s'y tenir pour s'accrocher à la vie parce qu'elle a beaucoup de belles choses à vous offrir. Merci en tout cas à toutes les deux pour votre appel ce soir. Merci à vous, merci. Bon courage. Vous. Merci Samia. Merci d'avoir joué le rôle de Oui. grande sœur porte-parole. Merci, c'est gentil. Au revoir et bonne fin de soirée. Et j'espère que notre français n'était pas trop mal. Hein. Non, tout va bien, on vous a bien entendu. Merci beaucoup de nous avoir appelés de si loin. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au Oui, revoir. également. Merci, au revoir. Merci. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. On a beaucoup de messages qui arrivent pour Nassima que nous avions à l'instant qui nous appelait depuis l'Algérie. Il y a Nat qui dit avoir connu ce genre de situation, qui dit elle est anesthésiée sous emprise, il faut disparaître de son champ d'action plusieurs jours pour prendre du recul. Et elle est faible, il faut qu'elle se fasse aider, nous dit Martine. Voilà, beaucoup de messages pour Nassima et Samia, sa grande sœur qui avait pris son téléphone pour nous appeler. On vous souhaite plein de courage. Et on va poursuivre cette libre antenne avec vous, Yves. Bonsoir. Bonsoir Anne. Comment allez-vous ce soir, Yves? Je vais très bien Anne. Merci de me passer après le groupe Texas. Que vous aimez bien? Ah, beaucoup. Beaucoup, c'était le tube de l'été et j'aime beaucoup. Oui, merci. Anne, aimez-vous le cinéma? Alors oui, j'aime beaucoup ça, j'ai rarement le temps d'y aller. Je pense que le dernier film que j'ai vu, c'est le Cédric Lapiche, qui était très bien. J'avais bien aimé. Ce qui nous lie. Exactement. Sur les vendangeurs en Bourgogne. Oui, j'ai vu, oui, c'est pas mal, oui. Alors justement, parce que vous savez qu'on arrive à la fin août, à la fin août, Oui. ce qui veut dire que c'est la rentrée et il y a plein de films qui sont prévus, qui vont arriver et qui vont enterrer complètement tous les bons films qui sont sortis cet été, quoi. Oui. Et cette semaine, j'ai vu un très bon film, et c'est pour ça que je vous appelle pour le défendre, c'est Lola Pater. Oui, Lola Pater. Avec Fanny Ardant. Et c'est formidable, c'est un film qu'il faut voir, c'est un film très délicat, très touchant, c'est l'histoire d'un jeune de 20 et quelques années qui, suite au décès de sa maman, se met à la recherche de son père. Et il arrive à le retrouver, c'est pas qu'il le retrouve, mais il la retrouve. Son père, il est transsexuel, il est devenu femme. Et cette femme, elle est incarnée par Fanny Ardant, elle est formidable. Et alors, donc vous suivez régulièrement les films que tourne et que joue Fanny Ardant. Vous êtes plutôt adepte de son cinéma. C'est-à-dire que oui, non, Fanny Ardant dans ce rôle. Oui, je connais Fanny Ardant depuis longtemps. C'est un caractère, c'est une personnalité, mais on sent que dans ce film, elle s'est investie complètement et elle est formidable. Donc, j'encourage vivement à aller voir ce film. Merci. Alors, vous allez régulièrement au cinéma. Vous êtes un grand cinéphile. Oui. Oui. Je suis cinéphile depuis ma plus tendre enfance. Qu'est-ce qui vous plaît tant que ça dans le cinéma? Pour moi, un film, c'est un spectacle, une distraction, mais c'est aussi un moyen d'expression. C'est un art. C'est pas pour rien qu'on dit que le cinéma, c'est le 7e art. Oui. Et c'est un art, c'est un moyen d'expression. Et ça m'arrive de m'engueuler avec des amis qui aiment le cinéma parce qu'ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Et vous voyez, c'est passionnant comme truc, comme discussion. Hein. C'est excellent. Et là où je vais ici, excusez-moi Anne, votre nom c'est Cazobon. Oui. Vous avez des racines dans le sud-ouest? Oui. Oui, tout à fait. Toute ma famille est du Gers, des Baronnies et des Hautes-Pyrénées. Et mon grand-père est à côté d'Anglette, est à Anglette.
au Pays Basque. Voilà, Pays Basque Bon, et les Hautes-Pyrénées. D'accord, Casabon, c'est un nom collant. Du sud-ouest, oui. Mon papa... C'est un nom qui est raccord complètement avec votre accent, Yves. Oui, moi je suis à Pau dans le Béarn et mon papa il avait un cousin à l'Escar qui s'appelait Casabon. Bon, on en reparlera en Tout à fait. Tout cela. Alors, mais je trouve ça très intéressant que vous nous appeliez pour défendre ces films en effet qui sortent au milieu de l'été, parce qu'en effet, on commence déjà à voir les bandes annonces du film de Mathieu Amalric sur Barbara, du biopic là avec Jeanne Balibar. Voilà, il y a beaucoup de gros films qui vont arriver à la rentrée, et c'est vrai que parfois, du coup, les films qui sortent au milieu de l'été sont un peu passés sous silence. Mercredi prochain sort le film de Robin Campillo, 120 battements par minute sur le sida. C'est le film qui a été le plus applaudi au Festival de Cannes. Oui, il a été primé également, je crois. Il a été primé. Il a été très, très applaudi. Il a une cote terrible. Oui. Donc, j'irai voir ça. Il sort mercredi. 120 battements par minute. 120 battements par minute. Et il y a aussi le film de Sofia Coppola, Les Proies. Oui. Les Proies, moi j'ai en tête le film avec Clint Eastwood, c'est un remake, la même histoire, mais refaite par Sofia Coppola, je pense, mais l'origine de l'histoire du scénario est le même. Mais Les Proies, alors justement, quand ils ont ressorti Les Proies, moi j'ai revu en DVD et je l'ai Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Et Marie-Antoinette, qui est un film extraordinaire. Et c'est elle qui a fait Lost in Translation et tout, et d'autres, et Virgin Suicide. C'est souvent le cinéma de l'ennui, Sofia Coppola. Ce sont souvent des jeunes femmes, jeunes filles qui s'ennuient à Tokyo, qui s'ennuient dans un grand palais à Versailles. Lost in Translation, c'était ça, oui. Mais c'est très joli, c'est très bien filmé. Et c'est vrai que quand on voit l'histoire et tout, mais quand on voit le film, c'est autre chose. Et Sofia Coppola, elle est très très bien, cette fille, elle sait faire du cinéma. Et j'ai redécouvert Marie-Antoinette il y a 8 jours en DVD, et c'est un très très beau film, entièrement tourné à Versailles. Oui. Elle avait eu l'autorisation exceptionnelle de tourner à Versailles, et Marie-Antoinette, c'était très très réussi. Donc Les Proies, je pense que c'est bien. Il a eu un prix à Cannes. Hein. Bon, maintenant, j'ai pas vu, donc je veux pas parler d'un film que j'ai pas vu. Hein. Mais bon, j'en reviens. Dans Les Proies, il y a Nicole Kidman, il y a Kirsten Dunst, qui jouait dans Marie-Antoinette, qui jouait Marie-Antoinette. Voilà, qui jouait Marie-Antoinette. Il y a Elle Fanning, il y a le soldat blessé, c'est Colin Farrell. Colin Farrell, exactement. Farrell. Et c'est ce soldat qui arrive dans cette grande maison qui est tenue par une femme et ses filles. Voilà, c'est un pensionnat, pendant la guerre de sécession. Qui va tourner au huis clos. Tout à fait. Moi, j'ai en tête le film Les Proies, qui avait le même titre, avec Clint Eastwood, réalisé par Don Siegel. C'était au début des années 70, et c'était très bien comme un film. Donc, elle a repris la même histoire à sa façon. Mais la suite à l'écran, je l'ai pas vue. Suite à l'écran. Mais bon, Lola Pater avec Fanny Ardant, j'encourage vivement à aller voir, parce que moi je suis en admiration devant Nadir Moknesh. C'est un jeune cinéaste qui a écrit cette histoire en pensant à Fanny Ardant, et il a dit, si Fanny Ardant ne veut pas le rôle, j'irai pas plus loin. Et Fanny Ardant, quand elle a eu le scénario, elle a dit oui, je le fais. Bon. Alors si le film existe, c'est grâce à Fanny Ardant. Merci Fanny Ardant, et c'est une grande réussite. Merci vraiment pour votre appel ce soir, Yves. Et alors, je trouve que ce petit clin d'œil de la vie est absolument fabuleux et délicieux. En début d'émission, je parlais des rôles de notre vie que l'on remet en jeu pour cette nouvelle année, et vous nous appelez pour nous parler de rôles de cinéma. Et alors, juste pour terminer, juste avant le journal de minuit, vous, quel aurait été le rôle que vous auriez aimé jouer au cinéma? Mon film de chevet. Écoutez, c'est un film assez ancien. Je pense que dans le rôle de Barry Lyndon de Kubrick, c'est mon film de chevet. C'est mon préféré. Combien de fois l'avez-vous vu? Au cinéma, au moins 10 fois. Et en DVD, au moins 30 fois.
Et ça continue et je ne m'en lasse pas. On pourrait faire comme ça une petite liste du film à regarder quand on n'a pas trop le moral, du film quand on est amoureux, du film... Oui, mais bon, vous savez, j'ai redécouvert, toujours en DVD, merci le DVD, ça existe, j'ai redécouvert il y a 8 jours, Mort à Venise de Visconti, c'est extraordinaire. Ah oui. Mais bon, ce sont des films qu'il ne faut pas voir le soir après mon repas, vous voyez ce que je veux dire? Non. Comment ça voulait dire que comme on dit au Québec, on cogne des clous? Voilà. Les yeux se ferment? Complètement. Visconti, c'était un grand seigneur. Le Guépard de Visconti, Palme d'Or à Cannes, en 63. Quand on le revoit maintenant, on dirait que ça a été fait il y a 8 jours. Oui. Avec c'est toujours d'actualité. Bertrand Caster, Alain Delon, Claudia Cardinal. C'est formidable. C'était du cinéma de goût. De goût. Bon, peut-être qu'ils avaient les moyens financiers de le faire, parce que ce sont des films qui coûtent très cher à la fabrication, je pense. Mais enfin, derrière la caméra, il y a quand même un grand seigneur, quoi. Visconti, c'était un grand. Kubrick, Stanley Kubrick, c'est mon idole. Barry Lyndon, pour moi, c'est prodigieux ce qu'il fait. C'est prodigieux, complètement. Barry Lyndon, c'est un film que je connais par cœur. Et quand je le revois, image par image, plan par plan, c'est un régal. Il y a des messages qui arrivent pour vous, Yves. Il y a Cathy qui vous dit bonsoir, Les Proies avec Eastwood. C'est quand même l'un des meilleurs films que j'ai vus. Et puis il y a Véronique qui dit un grand merci à vous, Yves, pour ce partage cinématographique qui me donne envie de retourner au cinéma. Ben voilà. Envie d'y aller et d'y retourner. Il faut aller au cinéma. Oui, merci vraiment pour ce conseil. Alors on le rappelle, c'est Lola Pater. Lola Pater de Nadir Moknesh avec Fanny Ardant dans le rôle principal. Elle est formidable. Elle est formidable. Courez dans les salles obscures qui sont climatisées, on le rappelle, comme on annonce beaucoup de... Avant que le film ne disparaisse, parce que beaucoup de films sont attendus. Et il y en aura d'autres. Vous savez, un film, c'est un prix c'est une consommation courante qu'il faut consommer tout de suite. Hein. Mais oui, merci Yves pour votre appel en tout cas. Voilà. Merci, bonsoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. La libre antenne se poursuit jusqu'à 1h. Alors par où commencer? Par le début peut-être, et donc par l'amour de soi. Si, c'est de là que tout démarre. Et si on essayait de s'aimer soi-même davantage, Mais pas pour nourrir l'ego, non, pas pour se croire au-dessus des autres. Simplement déjà pour commencer par poser des limites, pour enfin se rendre compte que notre temps et que notre énergie sont précieux et que nous sommes seuls à avoir le choix et la responsabilité de l'utiliser ou de le gaspiller ou de le perdre comme bon nous semble. Et si enfin on comprenait que nous et nous seuls sommes responsables de la manière dont nous traitent les autres. Qu'en posant un simple oui ou non à ce que l'on nous propose, on apprend aux autres à nous respecter et à bien se comporter avec nous. Alors non, on n'a pas tort de rêver, d'espérer, d'attendre un bien-aimé, une amoureuse qui nous respecte, qui reconnaît notre valeur. Non, nous n'avons qu'un seul tort. C'est celui d'accepter tout ce qui n'est pas cela, tout ce qui n'est pas à ce niveau-là. Alors venez nous dire ce soir comment vous posez vos limites pour mieux vous aimer et vous respecter. Corentin et Amandine vous attendent, toujours au 39 21, standard de la libre antenne. Il y a aussi les courriels que vous pouvez nous envoyer via le site europe1.fr. Enfin, nous attendons vos réactions, vos soutiens, vos encouragements, vos solutions aussi, au 7 39 21, en commençant vos SMS par le mot nuit. La libre antenne, deuxième volet, c'est parti. Europe 1. Anne Cazobon. Et on va poursuivre cette libre antenne avec vous, Pascal. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ce soir, Pascal? Oh, ça
Ça va. J'ai pas de gros problèmes particuliers. J'ai juste un petit souci. Je pense que vous avez eu un résumé. Mais voilà, pas les auditeurs, alors dites-nous tout. Recommencez par le début. Comment vous dire? On parlait du début, justement, de l'amour de soi. Oui, c'est ça un peu, oui. Je travaille dans un milieu paramédical et je suis soignante. Je fais partie des seniors, donc. Bon, j'ai beaucoup de mal là, en ce moment. Est-ce que c'est un peu un épuisement? Je reconnais, hein, je réfléchis quand même un petit peu. J'essaye de travailler sur chaque chose enfin bref. Et il y a des choses que je ne supporte plus dans le milieu paramédical, dans les nouvelles façons que nous avons à notre disposition ou pas, et notre empathie, ce dévouement qu'il y avait il y a une trentaine d'années, il me semble. J'ai l'impression de parler comme une personne âgée, mais bon, dans notre travail qu'on avait, on aimait vraiment ça, c'était voilà, et les choses ont évolué, les choses, enfin bref. Et les jeunes diplômés, jeunes ou moins jeunes, parce qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles maintenant, bon, je les comprends pas trop. Je suis sur un autre, j'arrive pas à intégrer tout ce qu'elles ont appris, la façon dont elles travaillent, les protocoles, les choses qui des fois ne peut pas être pratiquées comme elles l'entendent ou comme elles l'ont appris sur le terrain, parce que c'est compliqué, quoi. L'être humain qui est en face de nous n'est pas un objet, ou enfin bref, il y a plein de choses qui se mélangent dans ma tête. Et nous avons récemment une nouvelle collègue qui a entre 6 mois à peu près d'ancienneté. Moi, j'ai à peu près 15 ans dans ce service, et ça fait au moins 35 ans que je travaille dans ce milieu. Est arrivée comme un cheveu sur la soupe, hein. Et je peux pas dire pourquoi. Tout de suite, je l'ai pas senti. J'avais un mauvais pressentiment, quoi, depuis 6 mois. Et j'ai essayé de faire avec, j'ai essayé de mettre mon poing dans la poche, j'ai essayé de pas trop lui discuter avec elle, parce que j'avais presque... Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Du coup, elle est votre supérieure hiérarchique? Du tout. C'est une collègue, quoi. On est soignantes toutes les deux. Elle est arrivée récemment dans le centre, quoi, mais elle n'est pas, moi, ma supérieure du tout, non. Non. Et donc, on travaille ensemble au même niveau, seulement elle est nouvelle. On a à peu près le même âge, mais elle est nouvelle, et voilà, c'est tout, quoi. D'accord. Et elle a une espèce de... Ou alors c'est moi qui le ressens comme ça, hein, un complexe de supériorité. Je ne sais pas comment expliquer ça, qui me dérange, qu'elle remet à toutes les sauces. Moi, je suis bac plus 5, moi, je suis bac plus 6, moi, j'ai raté je sais pas quoi. Je voulais avoir l'expérience de votre petit travail qui est sous-payé, Enfin, c'était compliqué pendant des mois et des mois. Et samedi, j'ai travaillé avec elle samedi. Et samedi, je me suis emportée et j'ai dépassé les bornes. C'est vrai que j'ai explosé complètement, quoi. On travaillait ensemble sur un soin, enfin bref, on faisait 2-3 gestes ensemble pour donc autour d'un patient, comme ça peut arriver. Autour d'un malade. Autour d'un patient. Et à un moment donné, elle me dit, tu fais ci, comme ça, comme ci, comme ça. Je lui dis, non, c'est pas la peine. Elle me dit, si, tu le fais. Je lui dis, non, je le ferai pas. Je lui dis, en plus, ce n'est pas nécessaire. Elle me dit, écoute, moi, je sors de l'école, hein, la pratique, je l'ai appris récemment, demande à tes collègues, tu dois faire ça, comme ça, comme ça et comme ça. Je lui dis, écoute, stop, tu sors de ma vue, et là, j'ai explosé, quoi. J'ai parlé très fort, je lui ai dit de dégager, de sortir de ma vie, que j'étais contente parce qu'elle a donné sa démission, il lui reste 3-4 jours
à travailler dans notre équipe. Pour quelle raison a-t-elle donné sa démission ? Parce que c'était pas vraiment son choix de travail, parce qu'elle valait beaucoup plus, parce qu'elle a trouvé un poste beaucoup plus intéressant. Bon, elle s'est rendue compte que c'était pas pour elle à cet endroit-là. Enfin, voilà quoi. D'accord. Voilà. Et franchement, j'aurais pas dû, parce qu'il y avait le patient, oui. Parce qu'il y avait des témoins aussi, et etc. Mais je pouvais plus. Franchement, je suis arrivée, c'est la première fois de ma vie où je suis assez impulsive comme personne quand même, mais jamais de violence, quoi. J'ai plus de 50 ans. J'ai jamais violenté quelqu'un, ni été bagarreuse, ni jeune, ni moins jeune, ni... Vous voyez ? Parce que du coup, c'est remonté auprès de la direction, elle est allée se plaindre ? Non, c'est pas du tout monté de nulle part, puisque c'était samedi, c'était le week-end. Mais je pense que demain, la semaine commence, et je pense que demain, elle va en parler d'une façon ou d'une autre, parce que c'est quelqu'un de très... je ne sais pas si ça s'appelle manipulateur, mais qui sait à qui parler et comment parler, et en ayant un autre ton complètement différent avec les autres personnes. Donc voilà, elle va en parler, et on va se croiser seulement, puisqu'elle commence tôt le matin, et moi je commence plus tard dans la journée. Voilà. Est-ce que vous avez pu retourner voir le patient, surtout autour duquel c'est-à-dire que cette scène s'est déroulée ? Oui, je l'ai vu tout de suite après. Pour s'excuser, ça tombait bien ou moins bien. C'est quelqu'un qui est psychologiquement pas très très bien et qui ne parle pas pratiquement pas le français et qui n'a pas trop compris ce qui se passait. Non, mais qui a quand même bien senti quelque chose au moment d'un soin pour elle. Enfin, là, je parle... On va faire abstraction par rapport au soin, non, il n'y a eu aucun... après, je l'ai apaisée, la dame. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, on va y arriver. Je me suis retrouvée toute seule. Bon, elle ne comprend pas bien le français. J'ai essayé de la calmer, elle m'a fait un sourire, parce qu'elle ne parle pas le français. Donc, mais au-delà de la langue, j'ai envie de dire, une scène un peu d'animosité, de violence verbale un peu devant quelqu'un, surtout que vous devez soigner. C'est arrivé. J'ai dit au médecin, est-ce que tu peux t'en occuper, parce que là, moi, là, il faut que, voilà, j'arrive plus. Il est allé, on l'a, voilà, non, ça s'est bien passé. Par rapport à la patiente, je ne me fais pas de soucis. Après, je suis retournée, j'ai été l'entourer un peu pour voir si elle avait justement eu, mais pas du tout, pas du tout. D'accord, bon. Donc ce soir, Pascal, vous nous appelez parce que vous avez peur de retourner au travail demain et des conséquences. J'ai pas peur, je ne sais pas quelle attitude avoir, et je sais que je peux vite monter et j'ai pas envie de pleurer parce que je sens que c'est quand même là et que voilà quoi. Et oui, cette collègue finalement n'a fait que cristalliser un sentiment que vous éprouvez depuis longtemps. Voilà, tout à fait. Cette situation est arrivée comme sur un plateau pour vous faire sortir émotionnellement ce que vous évoquiez au début de votre témoignage. Cette trop grande diversité entre les traitements avec les jeunes formés qui arrivent par rapport à vous, les seniors qui avaient appris le métier il y a plusieurs années maintenant. Ce décalage entre le dévouement, l'empathie que vous avez appris et peut-être quelque chose qui se rapproche plus du rendement aujourd'hui? Il y a ça, mais c'est surtout l'individu quand même parce que elle cette personne-là en particulier, c'est ça que vous dites? Cette personne-là en particulier, mais non pas parce elle est hyper gentille avec les gens, elle est bon, enfin bref, c'est pas forcément ça que je reproche. Ce que je reproche, c'est de mettre en avant c'est comme si, je sais pas, comme si vous preniez un PDG qui, pour une raison X ou Y dans sa vie, a dû retourner en bas de l'échelle, vous voyez ce que je veux dire, comme ouvrier, et remettait toujours sur le plateau que lui, il était PDG avant et que lui savait et que là, il avait envie, par amour de je ne sais quoi, retourner en bas de l'échelle pour pouvoir remonter et même pour pouvoir partir parce que c'était vraiment trop nul quoi le travail qu'on faisait.
Voilà. Il y a des messages qui commencent à arriver pour vous, Pascal. Il y a quelqu'un qui dit c'est un problème que l'on retrouve dans beaucoup de domaines professionnels et en effet, pas seulement dans le domaine médical ou paramédical, et qui est accentué par le décalage de génération. C'est encore plus fort aujourd'hui avec tout ce qui est évidemment nouvelles communications, technologie et digital. Oui, c'est vrai. Il y a Feuille d'érable qui dit « Je rejoins ce que vous dites, je ne travaille pas dans le même domaine, mais je ne comprends pas non plus le monde dans lequel on travaille aujourd'hui. Bon courage. » Évidemment, comme vous travaillez autour du soin, avec donc des patients, des malades, tout ceci est rajouté au-dessus de votre mission première qui est celle de soigner, d'intervenir, de poser un soin sur quelqu'un. C'est compliqué de gérer tout cela. Voilà, c'est compliqué, mais je veux dire, je peux pas dire que ce soit quelqu'un qui travaille mal, qui travaille mal mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de donner, enfin, ce qu'elle nous dit, mais on le ressent bien. On a l'impression d'une enseignante qui a arrêté son travail d'enseignante. Je ne sais pas exactement et je veux pas rentrer dans les détails. Parce que par rapport à ce qu'elle a fait avant, et qui maintenant on est subordonné, on a des supérieurs vraiment, et on n'enseigne rien à personne. On est là pour exécuter une tâche qu'on nous demande, et ça, elle a beaucoup de mal, quoi. Oui, elle a du mal vivre en effet de repasser à cette tâche d'exécutant. Voilà. Et vous n'aimez pas son côté donneuse de leçons un petit peu. Voilà, c'est ça. Alors qu'elle a plus ou moins le même âge que vous. À peu près. Oui, c'est et ça. En plus, mais elle arrive sur le tard. Voilà, c'est ça. Elle arrive sur le tard dans la profession parce qu'elle a eu une première vie avant, une première vie professionnelle, j'entends. Comment est-ce qu'on pourrait vous aider ce soir, Pascal ? Quelle est votre demande ? Pardon, j'aimerais savoir pour ne pas craquer parce que demain personne ne m'en parlera plus jamais. Et bon, ça va rester comme ça puisque cette personne doit partir. Ou demain, parce que vous savez, c'est un milieu quand même très féminin, avec beaucoup de bienveillance, bien sûr, dans les milieux féminins. Voilà. Ou demain, je vais être convoquée directement par le cadre de santé qui va me dire, voilà, Madame X s'est plainte de toi par rapport à telle et telle chose, j'aimerais avoir ta version. Alors, je sais que je vais lui dire exactement ce que je vous ai dit, mais comment je vais le dire et comment je vais arriver à retenir. Je voudrais pas craquer, quoi. Je voudrais pas, devant personne d'ailleurs, craquer. Alors, le meilleur moyen en tout cas, craquer, pas craquer, je ne sais pas si c'est la question, mais en tout cas d'être au plus juste avec vous-même et avec ce qui s'est passé, c'est de parler de vous, de ce que vous avez fait et de ce que vous avez ressenti. Et de ne surtout pas expliquer ce qu'elle a fait ci, elle a fait ça, alors elle a commencé, puis elle m'a dit, etc. Vous voyez ? C'est vraiment de partir exactement pour que votre parole soit impeccable. C'est le premier accord Toltec, des 4 accords Toltec. Oui, que votre parole soit impeccable. Donc c'est vraiment expliquer, en effet, peut-être que vous serez convoqué demain et peut-être pas. Mais si jamais cela arrive, vous pouvez vraiment expliquer que voilà la scène, comment elle s'est déroulée, et puis peut-être préciser pour... justifier non, mais en tout cas expliquer et contextualiser cet emportement que vous avez eu, cette émotion verbale un peu qui est sortie et qui a peut-être dépassé un peu votre intention et vos limites. Expliquer qu'en ce moment, vous étiez un peu fatigué, qu'avec cette personne-là, c'était un peu compliqué de travailler. Mais voyez, restez vraiment au plus proche de ce que du geste médical que vous avez posé, puisque c'est là-dessus qu'il y a eu conflit d'ailleurs, dans le protocole médical. C'est ça. C'est ça. Donc après, alors en effet, peut-être ensuite c'est à la direction de trancher, si j'ose dire, d'arbitrer cela en disant non, sur un geste médical de cet ordre-là, sur cette patiente-là, il faut faire comme ci et non pas comme cela, et c'est Pascal qui a raison ou l'autre ou votre collègue, mais eux de toute façon vont devoir poser un avis là-dessus. Et finalement, tout ce qu'il y a eu autour, que ce soit un peu les chamailleries, bon, c'est pas très important. Fondamentalement, au milieu de vous deux, il y a quand même un patient. Non, mais au départ, c'est quand même un acte médical. Vous voyez, au milieu, il y a une femme qui est... C'est l'acte médical qui est important parce qu'il n'y a rien eu, en fait. On était vraiment juste autour du lit. On n'a rien fait qui puisse mettre
le patient ni en danger, ni en affolement, ni pas du tout. C'est vraiment une espèce de discussion qu'on a eue autour d'un lit, quoi. D'accord, bon. Donc, de ce côté-là, non. D'autre part... C'est jamais le meilleur endroit, de toute façon, devant le patient, mais après, non, voilà. Non, c'est pas bien, ouais. forcément. Ça, je le reconnais. Et vous pouvez le reconnaître demain devant la direction, si jamais, encore une fois, parce que là, on fait vraiment, on tire des plans sur la comète, comme on dit. Je ne ferai pas de supposition, si non, je connais. Ça aussi, celui-là, c'en est un autre, des accords Toltec. Oui, je sais. Mais ceci dit, ce qui est intéressant pour vous, Pascal, c'est vraiment de voir, en effet, d'imaginer potentiellement que vous pourriez avoir une discussion alors autour de cet incident-là avec votre direction, et puis peut-être de manière plus générale sur votre sentiment par rapport à la profession, par rapport à oui, mais votre rôle dans tout cela. Oui, ils sont au courant. J'avais déjà dit, parce que vous savez, on a en début ou en milieu d'année, on a une espèce de bilan général pour savoir un peu où on en est, etc. Et il y a 6 mois, j'ai dit exactement ce qui s'est passé hier, quoi. Je leur ai dit, voilà, je suis très bien, bon, un peu fatiguée quand même, en bout de course, en fin de carrière, etc., etc. Et je leur ai dit, dans mon équipe, ça va très bien. Après, les gens, on les prend comme ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités. Mais avec cette personne que vous avez embauchée il y a tel temps, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et j'avais dit, j'aimerais qu'on fasse en sorte que je ne travaille pas avec elle parce que je sens que ça ne va pas du tout. Peut-être que vous pouvez devancer la direction. C'est aussi j'y réfléchissais. Il y a un autre auditeur qui a envoyé un message, voilà, de la même tenue, qui dit vraiment peut-être d'aller d'abord voir la direction, de finalement prendre votre collègue à contre-pied entre guillemets, c'est-à-dire vous aller informer puisque vous dites que vous l'avez déjà fait il y a 6 mois. Vous pourriez peut-être là aller les voir en disant je tiens juste à vous informer que voilà on a eu un peu des mots autour de voilà d'un geste et juste voilà informer. Comme ça, si elle n'y a pas encore été, au moins ils seront au courant. C'est vous qui prenez les devants, donc vous vous mettez pas dans une position, même pour vous, dans une position d'attente de quelqu'un qui subit, de défense. Vous voyez, c'est juste et pour être complètement impeccable. Alors là, pour le coup, dans votre parole. Vous avez déjà signalé il y a 6 mois, donc pourquoi pas là, à nouveau. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ce que juste signaler, vous faites un signalement d'un incident. Voilà, vous aviez déjà, et puis j'imagine qu'ils ne seront pas étonnés si vous avez déjà évoqué le cas de cette collègue qui part dans quelques jours. Encore une fois, oui, c'est pour ça, je pense que ça peut être une libération pour vous aussi. C'est ça aussi qui est dommage, c'est que personne, je pense, au niveau des supérieurs, vont tenir compte de ce qui s'est passé, ni pour discuter avec moi ou avec d'autres sur certaines choses qui vont pas du tout, ça va pas faire évoluer rien du tout, quoi. Ça va... Peut-être qu'en revanche, oui, mais peut-être qu'en revanche, en relatant cet incident, l'information importante, c'est quand même de savoir quel était le bon acte médical à poser sur cette patiente. Oui. Fondamentalement, vous êtes brouillés autour de l'une et l'autre avaient chacune leur théorie, leur idée sur le soin, le pansement à faire. Peut-être que quand même l'information principale dont il faudrait sortir de cette discussion. Ah oui, bon. Et c'est vous qui aviez raison. Oui. Enfin, c'est pas moi qui avais raison. Pour plus de sécurité, vous savez, c'est comme si on met un pansement sur un bobo. Pour pas que le pansement se décolle, on peut rajouter encore un morceau de leuco pour être sûr qu'il se décolle pas, quoi. Ça n'a rajoute rien et ça n'enlève rien. C'était vraiment la petite chose qui a fait déborder le vase, mais ça n'aurait eu, que ce soit moi ou elle, aucun incident sur ce qu'on faisait, quoi. Alors en effet, prendre les devants, aller signaler qu'il s'est passé cet incident-là, également regretter que cela se soit passé devant le patient, la patiente. Ça, ce serait bien de le mentionner aussi. Et puis voilà, elle va s'en aller. Mais pour revenir quand même à votre situation, parce que ce que vous avez évoqué en début de témoignage, c'est aussi cette fin de carrière un peu qui est compliquée et fatigante pour vous. C'est compliqué, ouais. C'est
très très compliqué. Il vous reste combien d'années à travailler ? 4 ans après, on ne sait pas la loi, où ça va, etc. Et comme je suis une femme seule, je vais essayer de travailler le plus longtemps possible, malheureusement. Mais oui, c'est très compliqué quand même parce que les choses évoluent. J'ai l'impression au début que je travaillais dans les hôpitaux, vraiment d'être auprès des gens. Peut-être aussi que j'ai vieilli et que j'ai pas le même regard, je sais pas, parce que on s'approche aussi des gens qui souffrent dans les lits. Donc on a un reflet, un miroir. Voilà, on se voit dans ce même lit dans 10-20 ans, le plus tard possible, mais bon, c'est comme ça. Mais je trouve que les nouvelles générations, elles, il y a des choses que je peux pas dire à l'antenne, mais c'est scandaleux, quoi, scandaleux. Une fois, dans mon service, il arrivait un problème, on avait un patient, et ce patient n'avait pas mangé de la journée, parce que vous savez comment c'est dans les services d'urgence. Il traîne dans les couloirs, enfin bon, on va pas revenir là-dessus, c'est compliqué. Et ce patient, après, a été muté dans notre service, donc il est arrivé sans avoir mangé, etc. Donc on lui a fait toute espèce de batterie d'examen, bon voilà, c'était normal. Et à la fin, le médecin décide qu'il rentre chez lui, vous voyez. Donc un monsieur âgé, fatigué, qui avait passé toute une nuit dans un service d'urgence, sur un brancard, qu'on avait gardé, nous, pendant 4-5 heures, et qui, tout d'un coup, devait rentrer chez lui, comme ça. Alors, je m'approche du monsieur pour lui demander s'il y a quelqu'un chez lui, etc. Chose que personne ne s'inquiétait du tout. Et je retourne vers les personnes supérieures qui ont décidé qu'il rentre chez lui. Et j'ai dit, le pauvre monsieur, il a quand même pas mangé, il est à jeun depuis hier, il est fatigué, on pourrait peut-être lui donner un petit quelque chose, je sais pas. Et en rigolant, une infirmière, une collègue me dit, ah bah t'as qu'à demander aux ambulanciers de passer à McDo. Mais ça m'a pas fait rire, quoi. Je comprends. Ça ne m'a pas fait rire. C'est et gravissime. Je me suis dit, voilà, la nouvelle génération, quoi. Et ce monsieur est parti. Donc, à côté, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire parce qu'on n'a pas le droit, c'est pareil, de le faire. Je pense pas que j'aurais de remontrance là-dessus si quelqu'un entend, mais je suis allée lui chercher un petit bout de pain, parce qu'on a toujours un petit bout de pain en plus, des petites compotes, des petites choses, voilà, pour compléter. Je l'ai mis dans un sachet, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoutez, vous pourrez au moins vous faire un petit casse-croûte ce soir avant de vous endormir, voilà. Eh ben ça, c'est des choses, ça n'existe plus, quoi. Ça n'existe plus. C'est édifiant ce que vous racontez, Pascal. Et ça, c'est un détail, c'est une anecdote, c'est une histoire, c'est un moment. Mais ces moments sont multipliés toute la journée par je ne sais combien, quoi. Moi, je trouve ça scandaleux. Est-ce que il y a sosouvent dans ces établissements-là des groupes de parole pour le personnel soignant ? Non, il n'y a rien, non, il n'y a rien du tout. Non. Vous n'avez aucune supervision, vraiment des espaces de... De temps en temps, on a un psychologue qui passe quand on a beaucoup de... Comme on a eu récemment, enfin bon, bref, je ne veux pas faire pleurer et inquiéter tous les gens qui sont malades aussi, souffrants. Oui. Mais on a eu beaucoup de décès d'un coup. Des gens qu'on connaissait beaucoup, ça a été compliqué et tout, et on nous a dit, si vous voulez, il y a un psychologue qui peut descendre, vous voir, ce qui se faisait pas, par contre, à mon époque, il y a 10, 15 ans, 20 ans, ça se faisait pas, ça. Et j'ai dit, oui, j'aimerais lui parler à ce monsieur, tout ça, ça me ferait du bien, quoi, parce que là, et donc je lui ai parlé, on a parlé pendant 1 heure et tout, et à la fin, il m'a dit, mais madame, il faudrait ou changer de travail, ou arrêter. Arrêter avant d'être en burn-out, quoi. C'est ce qu'il voulait me dire. Effectivement, mais comment on fait ? Je veux dire, on est tous là, on a tous besoin d'un salaire, malheureusement, pour vivre, et je peux pas me permettre d'arrêter, quoi. Oui. Est-ce que vous avez exprimé le besoin, à un moment donné dans votre carrière, ou peut-être aujourd'hui, de trouver un espace de parole, un peu pour aller déposer ça, parce que c'est très lourd
de le regarder, Oui, de le voir, d'être témoin de cela surtout. Et d'appeler un peu au secours, de signaler sans que vraiment les choses bougent. Alors, chacun sa part du colibri aussi, un signalement, un appel, une réflexion aussi auprès de jeunes, parce que parfois quand on est jeune et qu'on débute dans le métier, ça fait du bien d'avoir des aînés, des seniors qui sont là depuis longtemps, qui vous remettent un peu dans le droit chemin. Et tout le monde, et les jeunes attendent ça aussi, hein, parfois. Oui, moi j'ai des petites jeunes qui travaillent avec nous, qui sont adorables, qui nous respectent déjà en tant qu'anciens, qui nous taquinent, ça se passe très bien. Mais il y en a moins que la moyenne, quoi, quand même. Il y a Monica qui a envoyé un message au 7 39 21 et qui dit « Les infirmières chevronnées des hôpitaux sont extraordinaires. Mes hommages, mesdames. » C'est gentil, ouais. Mais oui, tout le personnel soignant, médical, paramédical, hein. Ouais. Évidemment. Ouais, c'est dur. Mais enfin, voilà. Bon, je ne vais pas vous retenir, ni... voilà, j'avais besoin de parler de ça à quelqu'un qui entende, parce que j'en ai parlé aujourd'hui aussi, c'est pareil, j'en ai parlé autour de moi à des gens qui ne sont pas du tout dans la profession, mais j'ai l'impression de ne pas être entendue partout, quoi. Voilà. Ah là, ce soir, vous êtes bien entendu. Oui, voilà, c'est pour ça que je vous ai êtes bien entendu, et et demain ce serait peut-être en effet une bonne idée d'aller peut-être exprimer à nouveau ce que vous venez de nous dire, en plus de signaler l'incident avec votre collègue. Vous voyez, mais peut-être voilà, en rajouter une couche. Oui, je comprends, oui. Vous voyez, pour au moins vous dire et être tranquille avec ça j'ai vu et je témoigne, je raconte ce que je vois et ce qui ne me plaît pas, ce qui me semble pas juste. Pour notre profession, pour les patients surtout, en priorité évidemment. Vous voyez d'aller signaler régulièrement dès que vous voyez quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange, qui n'est pas juste. Il y a beaucoup trop de gens qui se taisent. C'est aussi ça, hein. Il y a beaucoup trop de gens qui se taisent. C'est vrai. Oui, ils pensent que ça ne changera pas grand-chose. Moi, les anciennes de ma génération qui travaillent avec moi me disent « Oui, mais tu veux faire quoi? Nous, on attend de partir et puis voilà quoi. » Non, mais c'est horrible. Tu veux faire quoi? Tu peux aller le dire déjà. Ouais. Le dire, le signaler, l'écrire. Oui. Voilà. Merci en tout cas vraiment Pascal pour votre appel et ce soir vous avez été entendu. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonne soirée à tous et au revoir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous Pascal. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Beaucoup de réactions au témoignage de Pascal que nous avions à l'instant. Il y a des bravos pour ce témoignage pour vous, Pascal. Il y a Philo qui dit « J'ai été infirmière pendant 40 ans. J'ai connu tout ce dont parle cette personne au téléphone. C'est très très dur. » Il y a Cathy qui dit « Ce n'est pas une question d'âge. Vous êtes dans le vrai et le juste. Il y a beaucoup de problèmes dans les hôpitaux. » Et puis il y a Natacha qui dit « Je ne sais pas dans quel établissement travaille cette personne. Elle me paraît au bord du burn-out. La bientraitance et la bienveillance sont de mise dans la plupart des établissements. Heureusement d'ailleurs. Prenez recul et repos. » Voilà, tout ceci, tous ces messages pour vous, Pascal. Merci d'être intervenu sur notre antenne. Et on va poursuivre et finir cette émission avec vous, Nathalie. Bonsoir. Oui, bonsoir Anne. Bonsoir à tous les auditeurs. Comment allez-vous ce soir ? Je vais très très bien puisque je suis grand-mère depuis le 18. Ah, félicitations. Et j'ai fait la connaissance de ma petite fille, Maïli, aujourd'hui. Et c'est un vrai bonheur, en fait. Et j'entendais en début d'émission le monsieur qui disait qu'il allait être grand-père cette année. Et c'est une expérience formidable et je lui souhaite plein de bonheur aussi. Un nouveau rôle pour vous cette année, regardez, celui de grand-mère. Oui, voilà. Oui, c'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir ? En fait, je rentrais et j'ai entendu vos paroles par rapport au fait de s'aimer soi-même, au fait de ne plus être en attente des autres, enfin voilà. Et en fait, je voulais juste témoigner un petit peu, apporter mon témoignage parce que j'ai vécu ça. Et j'étais en attente depuis des années. J'avais toujours besoin d'être rassurée sur moi-même et j'avais pas forcément
une haute opinion de moi-même. Voilà, j'ai grandi sans mon papa et que j'ai retrouvé après par la suite. C'est ouvert, et c'est vrai que j'étais tout le temps en recherche d'amour des autres et j'avais un fort sentiment d'abandon. Et puis il y a donc ça se ressentait aussi dans ma vie de couple, notamment dans ma dernière expérience. J'ai eu une vie de couple pendant 7 ans avec un compagnon, voilà, qui avait beaucoup d'enfants. Et je me suis mise un petit peu en tant que sauveuse. En fait, j'avais décidé d'être bienveillante pour tout le monde et au final, je me suis rendu compte, j'ai rencontré les bonnes personnes aussi qui m'ont aidé à prendre conscience que je vivais tout le temps à travers les autres par peur de ne pas être aimée et que je n'étais pas effectivement une sauveuse. Il fallait que je travaille sur moi. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, ma vie a complètement changé. Donc en fait, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui sont un peu comme moi, comme j'étais, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas réellement. Et quand on arrive à s'aimer soi, c'est une magnifique expérience en fait. Et ça recale tout dans la vie en fait. Et moi, j'ai une joie de vivre, mais qui est communicative en plus, et c'est vrai que j'ai envie de passer ce message que la vie est belle et que malgré tout ce qui peut arriver, alors c'est sûr que le contexte n'est pas forcément favorable en ce moment avec tout ce qui se passe, mais justement si tout le monde vibre de la tristesse, de l'angoisse, c'est pas ça qui va arranger les choses. Et c'est vrai quand il arrive quelque chose, notamment en Espagne, ça m'attriste, mais comment dire, je suis pas sur mon nuage, au pays des bisounours, c'est pas ça. Non. Mais je pense que si on est dans la bienveillance et dans l'amour, et autant transmettre des bonnes énergies pour essayer de soutenir les gens. Et c'est vrai que s'il y a une ambiance morose, c'est pareil, ça crée une ambiance générale qui est pas forcément bonne. Et c'est vrai que si chacun de nous on vibre un petit peu positif, je pense que mis bout à bout, ça fait des choses merveilleuses, des choses magnifiques. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison. C'est vrai que l'optimisme, la gratitude, ça n'est pas voir le bon côté de la vie et ne voir que ça, c'est oser regarder le bon côté de la vie. Oui. Et c'est bien différent. Regarder, pas se culpabiliser. Et puis, comme tout le monde, j'ai eu mes casseroles, j'ai eu mon sac à dos à porter. Mais c'est vrai que quand on se rend compte qu'en fin de compte, on s'en sort, quand il y a de l'espoir, et qu'on est aussi ce qu'on vibre, ce qu'on pense. C'est-à-dire que si on avance en pensant qu'on ne vaut rien, c'est très difficile de s'en sortir. Et quand on commence à prendre un petit peu confiance, qu'on se rend compte des choses qu'on est capable de faire, c'est des challenges aussi, on prend confiance en soi. Et c'est vrai que ça motive encore plus. Et on a envie de distribuer autour de soi et de dire aux gens, mais on peut s'en sortir, quoi. C'est magnifique, en fait. Alors, quel a été votre parcours, votre chemin? Comment avez-vous réussi à vous aimer davantage tous les jours? Eh bien, déjà, j'ai laissé mon compagnon. Je suis tombée sur une dame là, qui m'a beaucoup aidée et qui m'a... Alors, il y a un ouvrage qui m'a... elle est énergéticienne, en fait. Et qui m'a fait comprendre qu'effectivement, je n'étais pas une sauveuse, qu'il fallait que je vive un petit peu pour moi, que je me donne le droit de vivre et d'être heureuse aussi. Et qui m'a fait lire un livre qui peut aider aussi, c'est les 4 accords Toltec. Oui, on en parlait tout à l'heure avec Pascal. Ouais, et c'est un livre mais magnifique, et grâce à ça, j'ai pris conscience que j'étais tout le temps en attente, en fait, tout le temps en attente, et puis je faisais plein de suppositions. Alors on peut rappeler aux auditeurs les 4 accords Toltec. Donc c'est un livre qui a été écrit par Miguel Ruiz, je crois, qui est un Mexicain, et en fait ce sont les 4 accords, 4 préceptes pour, cela dit, accéder au bonheur, en tout cas qui sont vraiment des accords de vérité. Donc le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Le second, c'est ne faites jamais de suppositions. Donc c'est-à-dire, ça n'est pas parce que je ne suis pas pris à cet emploi ou que cet amoureux potentiel ne me répond pas que je ne suis pas désirable ou que je ne suis pas intéressante. Voilà, donc je ne me mets pas à la place de l'autre. Ça c'est le 3e. Et le 4e, c'est faites toujours de votre mieux. De votre mieux. Voilà. Et rien qu'en appliquant ces 4 accords comme ça dans sa vie, c'est vrai qu'on se libère l'esprit. Et vous voyez, regardez à quel point dans notre discussion avec Pascal juste avant votre coup de fil, le simple fait de reprendre la parole tout en la gardant impeccable, en étant au plus juste de ce qu'elle était et de ce qui s'était passé, elle reprend son pouvoir et du coup l'angoisse et la peur s'en vont.
Ouais, complètement, oui. C'est surtout aussi, on peut l'expérimenter tous les jours. Vous croisez une collègue au travail qui vous lui dites bonjour, elle vous répond pas. Et alors moi avant c'était le hamster dans la tête, là dans sa cage qui tournait à fond, en me disant mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce que j'ai fait et tout ça. Ouais. Alors qu'en fait j'ai compris que tout simplement, elle pouvait être préoccupée, elle était dans ses pensées ou autre, et en fait ça permet d'arrêter le cheminement mental. En fait, on se fait des films, en fait, et c'est toujours l'ego qui nous ramène à ça. Et en fait, maintenant, je serais du style à dire, t'as l'air préoccupé, ou voilà. Je peux plus rien garder pour moi, il faut que ça sorte de toute façon. Donc, j'ai décidé que je garderais rien en moi de ce qui pourrait créer des tensions, des angoisses. Donc il faut que je l'exprime maintenant. Avant je ruminais, maintenant je l'exprime. Que ce soit des choses positives ou négatives, je vais pas aller agresser les gens, mais voilà, je vais leur dire, il y a ça, ça m'a fait mal, par exemple, tes paroles m'ont fait mal. Donc je me dis, si la personne est suffisamment intelligente pour prendre du recul, soit s'excuser, soit en tirer juste une leçon et se dire, oui, je ferai attention la prochaine fois. Si la personne n'est pas en mesure de m'écouter, je m'éloigne, et c'est comme ça que les vraies personnes restent, celles que l'on mérite et qui nous méritent aussi. Voilà, ça simplifie beaucoup les rapports humains, en fait. On se fait plus de films et on est dans le réel, dans le concret, et toujours au plus près de ce qu'on ressent, en fait. Moi, je fonctionne comme ça maintenant. Et dans la vie aussi. Oui, complètement. Et ça simplifie les choses. Et quoi que l'on vive, que ce soit positif ou négatif, il faut jamais rien regretter, ça nous construit. Enfin, moi, ça m'a construit, je serais pas celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu certaines galères ou certains schémas qui se répétaient tant que j'avais pas compris qu'il fallait que je change, quoi. Merci vraiment de nous appeler, Nathalie, pour nous dire tout cela. Alors aujourd'hui, du coup, vous avez laissé le compagnon de l'époque ? Oui, je suis toute seule. Une de mes tantes que j'aime beaucoup m'avait dit, tu sais, il faudrait que tu vives 1 an seule. Et en fait, à un moment, j'étais pas en mesure de le faire parce que j'avais tout le temps besoin d'être rassurée, d'être sur moi-même, en fait. Et là, depuis 1 an, je suis toute seule, mais je me suis trouvée, en fait, c'est merveilleux, quoi. Et il y a des moments, je dis, c'est vrai qu'on a besoin aussi d'être pris dans les bras, d'être chouchouté un peu, mais c'est pas grave, j'ai l'espoir et je suis pas en attente. Je me dis, si j'ai vécu tout ça, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend encore, quoi, voilà. Mais je suis prête, en fait. Je suis pas en attente, mais je suis prête à accueillir, et je me dis que si on s'aime soi-même, si on n'est pas en attente, tout ce que l'autre peut nous apporter, c'est que du bonus, quoi. Vous avez pris ce temps-là pour vous rencontrer. Exactement, pour savoir qui j'étais réellement, et j'ai pas fini encore. Et alors, vous êtes satisfaite de cette rencontre ? Vous n'êtes pas déçue du voyage ? Non, parce que je suis une ronde. Ça a toujours été mon gros souci, mais j'ai décidé que j'arrêtais de me mener la vie dure et d'arrêter ce combat contre moi-même. Et depuis, alors ça m'arrive de perdre un petit peu, voilà, ça se fait au fil du temps. Mais en fait, j'ai retrouvé mon sourire, et en fait, les gens, quand ils me voient, quand ils viennent vers moi, on m'a déjà dit c'est pour mon sourire, ils remarquent pas mes kilos que moi je mettais en avant tout le temps, et j'arrive à me trouver jolie, et j'ai une joie de vivre que j'ai envie de transmettre aux gens et de leur dire allez-y, quoi, la vie elle est belle, en fait, et on la gâche quelquefois par des tas de petites choses, on se fait des films, on s'arrête à peu de choses. Alors c'est un travail du quotidien, travailler sur ses angoisses, sur ses colères, sur tout ça. Il y a des fois, ça marche pas, mais c'est pas grave, on réitère et on y arrive petit à petit, en fait. Il faut jamais se décourager, en fait. Et ça permet d'accueillir les choses, les petits moments de la vie, profiter du moment présent. Ça, c'est important aussi. Laisser un peu le mental de côté. Demain, j'ai ça à faire. Oui, mais aujourd'hui, je suis ici avec les amis ou la famille. Et demain, on ne sait pas ce que ça deviendra. Hier, c'est fini. Donc, c'est aujourd'hui le plus important, quoi. Et on construit demain aussi, mais c'est vraiment profiter de chaque moment, quoi. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Mais au moins se dire, voilà, j'ai profité. Et voilà, et je me suis remplie de plein de belles choses, quoi, en fait. C'est important. Voilà, c'était mon témoignage de ce soir, tout simplement. C'est un bonheur de vous écouter, Nathalie. Merci de ce beau cadeau de fin d'émission.
pour tous les auditeurs. Merci pour votre émission parce que j'écoute régulièrement. Et là, je ne sais pas si c'est un fait exprès, je me suis trompée de route, j'ai doublé mon temps de route et j'ai entendu votre message et je me suis dit, il faut que j'appelle. Voilà, c'est fait. C'est donc, je reprends le travail demain, je ne vais pas être fraîche, mais c'est pas grave, ça me fait un plaisir énorme de pouvoir, de pouvoir transmettre ça, des petites choses aux gens. Et c'est vrai que la vie, elle est dure par moments, mais il faut toujours garder espoir et on n'est jamais tout seul, en fait. C'est important, voilà. Merci pour votre partage. Avec grand plaisir. Merci pour votre humanité en partage, alors. C'est gentil. J'essaye. Voilà, il faut le transmettre. J'écoutais Pascal tout à l'heure, qui avait beaucoup, justement, d'humanité. Et il ne faut pas que ça se perde, ça, dans les petites choses. Dans la rue, quand on voit quelqu'un qui est en souffrance ou qui a besoin, ou pour traverser une route, une petite mamie, ou pour porter ses courses, tout ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'un jour, on aura besoin aussi, effectivement. Et de donner le sourire à quelqu'un, c'est tellement magnifique, quoi. C'est la vie toute simple, mais c'est ce qui me nourrit, moi, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Très belle soirée à vous. Avec grand plaisir. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Europe 1. Anne Cazobon. Alors demain, n'oubliez pas, 11e éclipse totale du 21e siècle, même si en France, elle ne sera visible que partiellement. C'est depuis les États-Unis qu'on pourra la voir complètement. Et si le soleil a rendez-vous avec la lune, eh bien vous, c'est avec Sabrina Philippe que vous aurez libre antenne demain et toute la semaine dès 22h30. Pour ma part, je vous retrouverai avec grand plaisir dès vendredi prochain pour le dernier week-end avant une rentrée pleine de nouveautés sur Europe 1.